Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'École du futur. Au programme de cette émission, on ouvre avec notre focus, parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille. Et au jour le jour, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis, quand elle est sur ce plateau, elle ne vient jamais, mais vraiment jamais, sans une idée derrière la tech. C'est Ethanit Belaïch, bonjour. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui? Je vais vous parler du dernier rapport publié par Amnesty International sur la spirale de contenu nocif dans laquelle les jeunes peuvent vite se retrouver entraînés. Et tout autre sujet pour notre question du jour, puisque l'on parlera d'un événement, alors que le monde de l'éducation et celui de l'entreprise semblent parfois parler deux langages différents. Comment faire pour que ces deux univers se rencontrent, alors que chacun façonne à leur manière notre avenir? C'est tout l'esprit des entretiens enseignants-entreprises, un rendez-vous entre professeurs et acteurs du monde numérique consacré cette année au sursaut européen. On en parle avec notre invité, Daniel Didier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du programme Melchior de l'Institut de l'entreprise. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. Salut les petits loulous, on est en live avec Myriam et Erwan. Myriam, Erwan, on est déjà plus de 20 000 personnes sur le live. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever mon défi, le Yes Maris Challenge, pour gagner un incroyable cadeau? Yes! Oh, Myriam, Erwan, c'est un truc de dingue. On est en train d'exploser tous les records. Il y a plus de 80 000 personnes qui vous regardent. Alors, pour réussir le Yes Maris Challenge, je vais vous proposer 3 gages. Le premier, faire la poule. Oh là là, ça c'est de la poule de compétition. Premier gage hautement relevé. Le deuxième gage, ça va être de toucher votre nez avec la langue. Allez, c'est parti. On va dire que c'est bon. Allez, troisième gage maintenant les amis. Je vais vous demander de tondre la pelouse, mais avec la bouche uniquement. C'est parti, allez go. Non, oh. Vous êtes sérieux? Vous alliez vraiment le faire là? C'est fou, non? Je vous avais dit ou pas? Les gens, dès que tu leur parles de challenge, ils font n'importe quoi. Genre, moi, ça me rend dingue. Quand vous participez à un challenge sur Internet, réfléchissez aux conséquences avant de passer à l'acte. Vous pouvez vous mettre dans des situations ridicules, voire dangereuses. Faites le tri, les amis. Chérie, j'ai un challenge à te proposer. Je sens que ce challenge va me plaire. Tiens, alors c'est l'heure du vaisselle challenge. Ensuite, il y aura le sortir les poubelles challenge. Et pour finir, le massage de ta femme challenge. Ah, celui-là, je peux le relever sans crainte. Comment rapprocher école et entreprise? Théorie et terrain, c'est l'un des défis que tente de relever chaque année l'Institut de l'entreprise à travers un événement baptisé Entretien enseignant-entreprise, un rendez-vous unique où professeurs et dirigeants échangent sur les grands défis économiques et sociaux. Alors que l'Europe fait face à de profonds bouleversements, comment ces rencontres peuvent-elles nourrir la réflexion et inspirer les pratiques pédagogiques? On en discute tout de suite avec mon invité dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Daniel Didier, vous êtes donc directeur du programme Melchior de l'Institut de l'entreprise. Daniel, nous avons eu le plaisir de vous recevoir il y a peu pour parler de Melchior IA, cette intelligence artificielle pensée pour accompagner les étudiants, mais aussi les enseignants, surtout en priorité de sciences économiques au quotidien. Et vous revoilà sur ce plateau, cette fois-ci pour nous parler d'un événement phare du programme Melchior, les entretiens enseignants entreprise placée cette année sous le signe de l'Europe. Alors la dernière fois, on n'avait pas forcément pris le temps finalement de parler du rôle de l'Institut de l'entreprise. On va le prendre aujourd'hui. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quel est son rôle? Bien sûr. Alors l'Institut de l'entreprise, c'est une association sans but lucratif qui a été créée en 1975. On fête nos 50 ans cette année. Et l'objectif de cette association, c'est une communauté d'entreprises qui va valoriser la place de l'entreprise dans la société. Et
donc il y a plusieurs déclinaisons, plusieurs programmes au sein de l'Institut de l'entreprise. Vous avez un programme qui s'appelle Agora, qui vise à faciliter les échanges, la réflexion des dirigeants des entreprises. Vous avez un programme qui s'appelle IH2E, donc Institut des hautes études de l'entreprise, qui vise à former les cadres ou les dirigeants de l'entreprise et de ses parties prenantes. Il y a aussi des représentants syndicaux, par exemple. Et vous avez Melchior, donc, qui fait le lien entre les mondes de l'éducation et de l'entreprise. Alors pourquoi c'est aussi important finalement aujourd'hui de rapprocher ces deux mondes que sont ceux de l'entreprise et ceux de l'enseignement ? Alors, peut-être que pour répondre à cette question, il faut décentrer un tout petit peu le regard. Il se trouve que l'Institut d'entreprise publie un baromètre en partenariat avec le CEVIPOF de Sciences Po, un baromètre de la confiance des Français dans l'entreprise. Et ce qu'on remarque avec la dernière édition de ce baromètre, donc de janvier 2025, c'est que 62% des Français font confiance aux entreprises et parallèlement que 4 Français sur 5 pensent que le système scolaire est trop éloigné de l'entreprise. Donc ça, c'est un constat, si vous voulez, qu'on a fait nôtre au sein de Melchior et depuis fort longtemps. Et l'objectif de Melchior, c'est vraiment de faire ce lien et de raccorder en fait le besoin qu'expriment les Français à travers ce baromètre et la réalité du terrain. Bon. Alors maintenant qu'on a compris l'essentiel de vos missions, je vous propose finalement de décrypter ce rendez-vous, puisque c'est pour cette raison que vous êtes sur ce plateau. Donc ce rendez-vous intitulé « Les entretiens enseignants-entreprises » qui se dérouleront cette année le jeudi 30 et le vendredi 31 octobre. Alors pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, comment vous résumeriez en une phrase cet événement ? Alors les entretiens, c'est un événement annuel qu'on organise depuis plus de 20 ans. Et c'est un événement qui est en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et qui est inscrit au programme national de formation des enseignants. Donc c'est avant tout un événement qui est un programme de formation pour les enseignants. Et la thématique de cette année, c'est donc le sursaut européen. Et on va développer bien évidemment ce thème de cette année. Vous avez lancé donc ces entretiens, vous l'avez dit, il y a maintenant 20 ans. Quelle était l'ambition de départ et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est un rendez-vous finalement incontournable pour les enseignants selon vous ? Alors, l'ambition de départ, c'était vraiment d'animer, de faire vivre le lien entre les enseignants et l'entreprise de façon concrète. C'est-à-dire qu'on peut toujours produire du contenu pédagogique en mettant en avant ce que se passe au sein des entreprises. Mais la réalité, c'est qu'en fait, le contact humain est indépassable. On en revient à ce qu'on disait la dernière fois sur l'enseignement. Et donc, on a ressenti ce besoin de créer du contact entre les représentants des entreprises, des experts d'une thématique et les enseignants. Alors d'ailleurs, qui est le public de ces entretiens ? Qui peut y participer ? Que ce soit du côté des tables rondes, qui les constitue et qui vient les comment dire, j'en ai perdu mon mot, les consommer. Les consommer, ces tables rondes. J'espère qu'elles ne seront pas consommées trop rapidement. Mais oui, non, sur la constitution des tables rondes, donc ça, c'est il y a 2 personnes en fait qui s'en occupent. Donc il y a l'inspection générale du côté de l'éducation nationale, en partenariat avec Melchior et une partie des gens au sein de Melchior qui vont travailler à la thématique, à la constitution de la thématique. Et donc, voilà, ça c'est pour la thématique. Et après, sur le public en lui-même, comme c'est un programme qui est inscrit, comme c'est un événement qui est inscrit au programme national de formation, en fait, il est ouvert à tous les enseignants à ce titre. Et donc, c'est un programme d'utilité publique de formation continue, reconnu dans la formation continue des enseignants. Alors vous avez quand même une spécialité sciences économiques et sociales, initialement chez Melchior. Mais est-ce que ça veut dire que vraiment tous les enseignants peuvent quand même se présenter à ce type d'événement, même par exemple un prof d'histoire, un prof de mathématiques, même si c'est proche quand même, a priori, des sciences économiques et sociales? C'est tout à fait, tout le monde peut s'inscrire. Donc là, par exemple, sur cette édition, on a des gens qui viennent d'autres disciplines. On a l'histoire-géographie, on a des STI, on a de l'économie-gestion, des sciences économiques et sociales, tout un panel. On a même des STVST, donc les anciennes SVT, sciences et vie de la Terre. Et donc on a tout un panel d'enseignants qui viennent assister. Alors ce sont des enseignants et ce sont aussi des cadres de l'éducation nationale qui vont former les enseignants, ce qu'on appelle des formateurs en fait d'enseignants. Et donc on a tout ce public-là qui est bien sûr bienvenu pour participer à l'événement. Alors c'est un événement qui se déroule à Paris, mais est-ce qu'il existe peut-être une version en ligne accessible pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer et qui ont très envie de participer? Ouais, j'en doute pas. Oui, non, il existe une version en fait présentielle. Donc on a un événement qui est organisé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis on a une version à distance avec un lien que
qu'on vous donnera si vous le souhaitez pour pouvoir vous inscrire. Mais avec grand plaisir, ça sera fait en fin d'émission. Donc, il va falloir rester malheureusement pour pouvoir avoir ce lien. Combien de personnes participent en moyenne chaque année? Alors, en moyenne, on est autour de 450 personnes. Donc voilà, si on compte les gens qui sont à distance et en présentiel. Et cette année, on va être un tout petit peu au-dessus de ça. Bon, eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous faites état, de manière générale, d'un manque de connaissances finalement du secteur de l'éducation vis-à-vis de celui de l'entreprise, de ses réalités. Mais finalement, quand on prend le problème inverse, comment réagissent les entreprises participantes? Est-ce qu'elles découvrent aussi de leur côté la réalité du monde éducatif? Il y a deux réponses. La première réponse, comment elles réagissent? Elles sont souvent très motivées par la participation à l'événement, parce que c'est un monde qui pour eux est assez clos, et donc elles cherchent à établir des liens, communiquer avec eux, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et elles le disent, hein, les entreprises qui participent disent souvent qu'elles trouvent beaucoup de richesse dans ces échanges, et donc c'est vraiment le sens qu'on essaie de donner à cet événement. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est en fait sur la façon dont l'école est déclinée ou conçue ou perçue par les entreprises. Et alors là, vous avez un peu comme on a des stéréotypes sur l'éducation dans la société, on a aussi des stéréotypes du côté entreprise, bien sûr, sur l'éducation. Et donc, le but de cet événement, c'est aussi de leur faire comprendre que derrière l'éducation, derrière cette espèce de monolithe, il y a quand même des hommes et des femmes qui sont intéressés pour collaborer avec tous les éléments de la société. Et quelles sont les représentations que les entreprises peuvent avoir du monde de l'éducation qui seraient biaisées? Alors, ça dépend un petit peu des entreprises, des gens que vous rencontrez, mais globalement, il y a quand même cette idée de la déconnexion entre l'éducation et l'entreprise, l'idée que les enseignants ne sont pas forcément suffisamment au contact de la réalité de l'entreprise, de la réalité du terrain. Et c'est factuel? Il y a une partie qui est certainement vraie, c'est-à-dire que dans les programmes, après, c'est aussi une question de mission de l'éducation au sens large. Quelle est la mission que vous voulez donner à l'éducation? Est-ce que c'est former un citoyen ou est-ce que c'est former un travailleur dans une entreprise? On pourrait dire un petit peu des deux. Bon, cette année, le thème choisi, c'est pour un sursaut européen. Il sonne presque finalement comme un appel, ce titre, cette année. Pourquoi ce choix? Alors, en fait, l'actualité s'est imposée à nous de ce point de vue-là. L'actualité avec évidemment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et puis aussi la sortie du grand rapport de Mario Draghi en juillet 2024, qui est un rapport qui tire la sonnette d'alarme sur la question de la compétitivité européenne. Et donc, Patrick Artus, qui est donc l'économiste avec qui j'ai travaillé pour construire cette édition, jugeait que c'était vraiment absolument fondamental de mettre ça au cœur de la réflexion des enseignants. Bon, on a commencé à vous donner quelques billes finalement sur le programme de cette année. On va continuer à le faire dans la seconde partie du talk. Mais d'abord, cap sur la planète tech. C'est un condensé de ce que l'on trouve de mieux sur Internet. C'est le Zaptech et c'est l'œil de Dylan Kohler.
rejoignez sur School TV, vous êtes dans l'école du futur. Aujourd'hui, on parle d'un événement, les entretiens enseignants-entreprises, initiés par l'Institut de l'entreprise. C'est avec mon invité Daniel Didier. On continue à en parler dans un instant, c'est juste après l'idée derrière la tech d'Etanit Belaïch. Etanit, 45 minutes. 45 minutes suffisent à un mineur pour se voir proposer des vidéos aux idées suicidaires sur TikTok. C'est l'estimation faite par l'ONG Amnesty International qui vient de publier un rapport sur les risques du réseau social chinois pour la santé mentale des enfants. Entre juin et octobre, l'association a mené une petite expérience. Elle a créé 3 faux comptes sur la plateforme. Et là, en à peine 5 minutes, de premières vidéos sur la santé mentale sont apparues sur le fil pour toi. Les testeurs devaient en regarder 2 d'affilée minimum. Et là, le résultat, l'algorithme s'est emballé. Et très vite, tout leur fil n'a tourné qu'autour de cela. En fait, l'algorithme de TikTok se base beaucoup sur le temps de visionnage. Donc plus on reste longtemps sur une vidéo, plus il en propose du même genre. Chaque TikToker a donc son propre fil avec des vidéos qui sont censées lui plaire. Quelle est la conséquence dans notre cas ? C'est qu'en à peine 20 minutes, le fil des testeurs s'est rempli pour moitié de vidéos tristes, voire dépressives. Plus les enquêteurs ont passé de temps donc, sur l'application, plus les contenus étaient alarmants. Vous le disiez au début de la chronique, Lisa, 3/4 d'heure à peine leur ont suffi à voir des vidéos suicidaires. Et après seulement 3 ou 4 heures passées sur l'application, leur flux a commencé à présenter des publications qui romantisent, voire idéalisent le suicide et l'automutilation. Et l'ONG dénonce l'effet spirale de l'algorithme de TikTok. Oui, car en passant plus de temps sur l'application à regarder de multiples vidéos sur un même thème, on peut vite se retrouver piégé dans une spirale, ici en l'occurrence celle du suicide et des idées noires. Et une commission pointait déjà cet effet en septembre. Son président Arthur Delaporte avait dès lors saisi la justice pour mise en danger de la vie des utilisateurs de l'application. Et quelle a été la réaction du réseau social à cette enquête ? Eh bien, il a estimé que cette expérience avait été conçue pour aboutir à un résultat prédéterminé sans tenir compte de la véritable façon dont les vraies personnes utilisent TikTok. Le tout malgré les mesures mises en place pour lutter contre les dérives de l'application envers les jeunes, entre mode reset pour repartir de zéro, la possibilité d'ajuster la fréquence de recommandations sur une thématique particulière, et puis les comptes parents renforcés pour surveiller les mineurs. Et quelle est la suite pour Amnesty International ? L'association a déjà saisi l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique, le 20 octobre, pour manquement aux obligations de protection des mineurs. Et de son côté, la Commission européenne enquête pour savoir si TikTok respecte vraiment le règlement sur les services numériques en vigueur dans l'Union. Et si vous traversez un moment difficile, que vous vous sentez inquiet ou que vous êtes confronté au suicide d'un proche, vous n'êtes pas seul. Des services d'écoute anonymes sont là pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez joindre le numéro national de prévention du suicide, c'est le 31 14. Merci beaucoup Etanit Belaïch pour cette chronique. Sur un tout autre sujet, nous allons poursuivre nos discussions en première partie du talk. Nous avons vu comment les entretiens entreprises enseignants sont devenus au fil des années un lieu unique de dialogue entre bien évidemment les enseignants et les entreprises. Cette année, les échanges se font autour de l'Europe, un thème fort à la fois politique, économique et éducatif. On le voit tout de suite dans la suite de notre échange. Et c'est toujours avec mon invité, bien évidemment, Daniel Didier, directeur du programme Melchior de l'Institut de l'entreprise. Alors, avant que je poursuive mes questions, je crois qu'Etanit avait une petite question pour vous. Vous évoquiez au début d'émission une collaboration entre enseignants et le monde de l'entreprise. Comment est-ce qu'il se concrétise finalement cette collaboration, comment est-ce qu'elle se concrétise ? Alors, de manière générale, les liens entre les entreprises et l'école sont assez nombreux. Si on prend par exemple les lycées professionnels, vous avez des bureaux des entreprises au sein des lycées professionnels qui existent depuis la réforme de 2023. Donc, ce n'est pas un lien qui est inexistant. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on anime de façon globale, de façon nationale ce lien avec cet événement, donc les entretiens enseignants-entreprises.
Alors du coup, pour l'édition de cette année, on le disait, on est sur le sursaut européen. Pourquoi avoir choisi de placer l'Europe au cœur des échanges et spécifiquement cette année? Alors, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'actualité économique brûlante, le déficit de compétitivité face aux États-Unis, face à la Chine, les réactions aussi face à la nouvelle administration Trump qui sont très vives et qui amènent à une recomposition de l'espace économique mondial, de la mondialisation. Donc on était en quelque sorte pressé par l'actualité sur cette thématique. Ouais. Alors comment se déroule concrètement cette édition? Ce sont 2 jours, 11 tables rondes, des ateliers, ça fait beaucoup de matière finalement. Alors évidemment, on ne va pas avoir le temps de tout détailler et bien évidemment, vous pouvez retrouver le programme en ligne. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui va se passer? Alors dans les grandes lignes, en fait, on a plusieurs temps. On a un temps qui est un temps de témoignage. Donc là, vous allez avoir 2 grands témoins qui vont intervenir en début de journée, le jeudi et début de journée vendredi. Par exemple, vendredi, ce sera Antoine Frérot, le président de Veolia, qui va venir nous faire part de sa vision, justement, de la compétitivité européenne et de l'entreprise européenne par rapport aux autres types d'entreprises mondiales. Et puis, vous avez donc, en dehors de ces témoignages, des tables rondes avec des thématiques qu'on a choisi avec Patrick Artus d'adosser au rapport Draghi, en fait. Donc, on a repris les grandes thématiques du rapport Draghi, par exemple, l'intelligence artificielle en Europe, par exemple, la défense européenne. Autant de thématiques qui vont servir de base de réflexion avec, à chaque fois, la mobilisation d'un expert, d'un académique, d'un représentant de l'entreprise et d'un représentant au sens large de l'éducation. Alors parmi les tables rondes, vous l'avez dit, on retrouve par exemple des thèmes comme l'IA en Europe, innover en Europe ou encore la défense européenne. Comment est-ce que vous avez déterminé ces sujets-là spécifiquement? Est-ce qu'il a fallu faire un tri? Il a fallu faire des choix, exactement. En fait, on a déterminé ça par rapport à ce qui nous semblait être le plus pertinent pour la communauté enseignante. La défense européenne est assez paradoxale parce que, effectivement, c'est pas quelque chose qui vient en première pensée quand on pense enseignement, on pense parler de défense, mais c'est une des grandes forces de l'économie française, la défense. C'est un secteur très très dynamique. C'est un secteur qui, je vais dire malheureusement, est un peu sur le devant de la scène en ce moment, qui aura des besoins de recrutement très importants et il nous semblait assez fondamental d'en parler pendant cette rencontre. Alors l'IA est quand même en centre de nos préoccupations à tous depuis quelques mois, voire quelques années. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu plus développer sur cette table ronde? Qu'est-ce qui sera abordé? Bien sûr. Alors pour la table ronde IA en Europe, on aura la chance d'avoir Béatrice Kosowski, qui est présidente d'IBM France, qui va venir nous présenter donc la vision d'IBM de l'intelligence artificielle. Ensuite, on aura Alexandra Wisniewski, qui est directrice générale adjointe du réseau Canopé, qui est d'ailleurs, je crois, un nouveau partenaire avec le Clémy. Et puis, vous avez troisième participante, donc Dorothée Rouzet, qui est chef économiste de la Direction générale du Trésor. Et donc, l'idée de cette table ronde, par exemple, c'est d'avoir 3 points de vue complémentaires. Donc, on n'est pas sur un débat contradictoire, on ne cherche pas forcément à ce que les gens s'interpellent sur cette thématique-là, mais plutôt qu'ils apportent des éclairages complémentaires sur la thématique de l'IA. Par exemple, Dorothée Rouzet amènera une vision académique, une vision économique de l'intelligence artificielle en termes de productivité, en termes de compétitivité. Et Isabelle Kosowski amènera la version de l'entreprise, à la fois au sein d'IBM, comment est-ce qu'ils montent en compétences sur ces sujets d'IA, et puis de façon générale, comment IBM se voit accompagner le mouvement général, social, de la montée en compétences sur l'IA. Alors, en reprenant un petit peu de recul, finalement, quel est l'objectif de cet événement? Qu'est-ce qu'un enseignant doit retirer de ces échanges? Alors, bon, chacun retire ce qu'il souhaite. Hein. Je ne veux pas imposer... je ne serai pas enseignant à ce point-là pour dire quels sont les objectifs d'apprentissage de chaque table ronde, mais de façon générale, en fait, on espère qu'ils soient stimulés par la réflexion qui va leur être amenée, à la fois par l'expertise et aussi par la vision de l'entreprise. Et donc, on espère qu'ils soient suffisamment stimulés pour se dire, tiens, c'est une thématique qui peut être intéressante à travailler avec mes élèves ou à raccrocher au programme scolaire. Nous, de notre côté, on fabrique, en quelque sorte, des mises en activité pédagogique sur la base de chaque table ronde. Donc, ils auront des comptes rendus exhaustifs et des petites mises en activité pédagogique qui leur seront proposées à l'issue de chaque table ronde. Alors donc il est possible de retrouver le contenu. La question qui me vient à l'esprit, c'est les éditions précédentes. Est-ce qu'il est possible aussi peut-être de les retrouver en ligne si on était intéressé par un thème des années précédentes? Oui, tout à fait. Tout est en ligne. Et donc ça sera toujours le cas pour cette année. Le message de cette édition, est-ce que ça n'est pas finalement que l'Europe, l'entreprise, l'éducation sont les 3 piliers du futur? Oui, je suis assez d'accord. Avec une petite
petite nuance peut-être, pour paraphraser ou pour d'ailleurs paraphraser et puis inverser un vieux slogan, il faudrait peut-être penser local et agir global dans cette histoire. Penser local parce que finalement, ce qui fait le sel de la vie, c'est pas ce qui se passe au niveau européen, c'est ce que vous avez autour de vous, c'est les relations que vous avez au quotidien. Et donc ça, c'est le local. C'est aussi ce qu'on fait au quotidien dans notre activité professionnelle. Et agir global, parce qu'en fait, toutes ces problématiques du quotidien, en fait, elles prennent sens par rapport à un environnement global. Et donc, voilà, occupons-nous du local en faisant penser de façon globale. Bon, en tout cas, vous agissez à l'échelle locale, nationale du moins. On parle aussi pour cette année de 2 ateliers de production pédagogique. C'est nouveau, c'est de cette édition-là. En quoi ça va consister, ça ? Alors ça, c'est une nouveauté de l'année, effectivement. L'idée, c'était de dire que quand vous avez une série de tables rondes, les tables rondes sont souvent des propos assez descendants. En fait, on est en quelque sorte un peu passif par rapport aux propos. Et donc là, on voulait que les enseignants ne soient pas simplement dans l'attente du contenu des tables rondes, mais qu'ils soient aussi producteurs eux-mêmes de ressources pédagogiques adossées au contenu des tables rondes. Donc il y aura 2 ateliers, un sur la politique de la concurrence européenne et un autre sur l'IA, et en particulier une espèce d'introduction pour les enseignants à l'enseignement avec l'IA. Et du coup, là, par exemple, sur le premier thème, quelle est l'idée finalement concrètement? Qu'est-ce qu'on va produire comme ressources? Eh bien, l'idée, c'est que les enseignants repartent avec un dossier documentaire. Donc, en fait, c'est une enseignante qui va s'occuper d'animer cet atelier de création de ressources pédagogiques. Elle va amener un certain nombre de ressources et ensuite, elle va faire travailler sur des cas concrets, par exemple des cas concrets d'entreprise. Alors, si on prend la politique de la concurrence, immanquablement, on va avoir Google, par exemple. Donc, vous allez avoir le cas Google. Et donc, on va travailler sur une étude de cas, le cas Google. Et ensuite, on va essayer de tirer le fil de telle manière qu'on puisse faire le lien avec l'actualité de la politique de la concurrence et proposer, in fine, un petit document qu'on va pouvoir utiliser directement en classe. Ces ateliers seront aussi accessibles en ligne ? Tout à fait. Tout à fait. Tout est accessible en ligne. On n'arrête plus le progrès. Quels étaient les retours des enseignants jusqu'à présent sur ces entretiens? Quels retours vous avez eu? Puisque si aujourd'hui vous créez, j'imagine, ces ateliers de production, c'est peut-être que vous avez constaté certains manquements, mais est-ce que finalement ça reste quand même assez positif, les retours? Oui, les retours sont très très positifs sur les tables rondes, mais effectivement, j'allais dire, on a pris à la lettre le métier d'enseignant sur ces questions-là. Finalement, l'enseignant, c'est celui qui met en activité des élèves pour travailler sur du contenu. Alors, on a décidé de faire la même chose, après tout, avec les enseignants eux-mêmes, et je crois que c'était une réelle demande de leur part aussi d'être peut-être plus impliqués dans la réalisation de l'événement. Le deuxième atelier pédagogique, finalement, c'est sur l'intelligence artificielle, quelque chose que vous connaissez bien maintenant chez Melchior, puisque vous avez créé un outil Melchior IA. Alors, on en a parlé dans une émission la semaine précédente. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission directement sur schooltv.com ou bien sur notre page YouTube. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous faire un petit rappel sur ce qu'est Melchior IA? Oui, bien sûr. Melchior IA, c'est un assistant pédagogique destiné aux enseignants qui enseignent l'économie au sens large, donc sciences économiques et sociales, et puis économie-gestion, pour les aider à la création de contenu pédagogique sur les programmes scolaires. Et donc là, sur cet atelier de production pédagogique, est-ce que vous allez rester sur Melchior IA ou est-ce que vous allez élargir vraiment à l'utilisation de l'IA de manière générale dans l'enseignement? Alors, en fait, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on va proposer une sorte d'introduction, si vous voulez, à l'intelligence artificielle, qui est un domaine qui est encore assez méconnu, malheureusement. On en a parlé la semaine dernière du côté enseignant. Donc, on va proposer une introduction à l'éducation via l'intelligence artificielle ou avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et effectivement, on amènera les enseignants à utiliser Melchior IA dans la suite de l'atelier. Bon, on retiendra que donc, nous avons 2 journées pour croiser les regards entre enseignants et entreprises et nourrir l'école de demain. C'est tout l'esprit des entretiens enseignants-entreprises qui se dérouleront, je le rappelle, le 30 et 31 octobre prochain au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à Paris ou alors directement en ligne si vous n'êtes pas au niveau de la capitale. Pour y participer, rendez-vous sur le site melchior.fr. C'est bien ça, Daniel? Je ne fais pas d'erreur. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également à Etanit Belaïch pour sa chronique. Merci aux équipes en régie, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission, mais surtout, merci à vous d'être toujours là, fidèle au rendez-vous. On se retrouve demain à 12h30. D'ici là, portez-vous bien.